Le 22 octobre 1850. Je suis de nouveau moi-même, quoique faible encore, après avoir passé 36 heures dans le coma. De nouveau moi-même. Quel sinistre, quelle amère plaisanterie. Je ne serai plus jamais moi-même. J'ai affronté la démence et l'horreur, quelque chose qui dépasse l'entendement humain, et ce n'est pas fini. Si Cal n'était pas là, je crois que j'en terminerai avec l'existence en cet instant même. Il est le seul îlot de raison dans cette mer de folie. Mais il faut que je te raconte. Nous nous étions, pour aller explorer la cave, munis de bougies qui dispensaient une lumière rougeâtre, parfaitement adaptée aux circonstances. Une clarté d'enfer. Kelvin avait essayé de me faire changer d'avis, arguant de ma récente maladie, affirmant qu'au mieux nous découvririons quelques gros rats empoisonnés. Je restais inébranlable. Kelvin soupira, résigné. « Puisque vous croyez devoir le faire, monsieur Boone ?» On accède à la cave par une trappe dans le plancher de la cuisine, que nous ne soulevâmes pas sans un grand effort. Qu'elle m'assure l'avoir, depuis, condamné à l'aide de planches. Des ténèbres jaillit une odeur fétide et oppressante, qui n'était pas sans rappeler celle qui empuantissait la ville abandonnée, située de l'autre rive de la Royal River. Le halo rougeâtre de ma bougie nous révéla une volée de marches qui descendait abruptement dans l'obscurité. L'escalier était dans un état lamentable. L'une des contre-marches manquait, laissant un vide béant. Il n'est pas difficile de comprendre de quelle façon l'infortuné Marcella a pu y trouver la mort. « Soyez prudent, monsieur Boone, me conseilla Cal. » Je lui répondis que telle était bien mon intention, et nous entreprîmes de descendre. Le sol était de terre, les murs de granit brut et à peine humides. L'endroit n'avait rien d'un paradis pour les rats. On n'y trouvait rien de ce qui leur permet ordinairement de faire leur nid. Vieilles boîtes, meubles au rebut, piles de papier et ainsi de suite. Nous levâmes de bougies pour gagner un peu sur l'ombre, mais cela n'élargit guère notre champ de vision. Le sol accusait une certaine inclinaison qui semblait conduire sous le grand séjour et la salle à manger, c'est-à-dire vers l'ouest. Nous la suivîmes. Tout n'était que silence. La puanteur s'intensifia et l'obscurité environnante semblait maintenant plus dense et comme jalouse de la lumière qui l'avait détrônée après tant d'années d'un règne sans partage. Tout au bout, les murs de granit laissaient place à du bois verni, qui semblait d'un noir absolu et dépourvu de toute propriété réfléchissante. La cave proprement dite n'allait pas plus loin, ici prolongée par ce qui ressemblait à l'alcôve de sa salle principale. Le renfoncement était situé dans un angle, et nous devions, pour l'examiner, approcher encore. Ce fut comme si le spectre pourrissant du sinistre passé de ces lieux ressurgissait devant nos yeux. Une unique chaise occupait l'alcôve, et au-dessus d'elle, tombant d'un croc fixé à une forte poutre, subsistait la boucle d'une corde de chanvre. « C'est donc ici qu'il s'est pendu » murmura Cal. « Oui, alors que le corps de sa fille gisait au pied de l'escalier, juste derrière lui. » Cal commença à parler, mais quelque chose qui se trouvait derrière moi happa son regard, et ses mots se muèrent en un hurlement. Comment te décrire, Bones, la vision qui nous assaillit? Que te dire des hideuses créatures qui abritent nos murs? Le mur du fond s'effaça, et des ténèbres surgit une face grimaçante, une face dont les yeux étaient du même noir d'ébène que le Styx. Sa bouche édentée s'ouvrit en un rictus d'agonie, une main jaunie par la putréfaction se tendit vers nous. Poussant un hideux piaillement, la chose avança péniblement d'un pas. La lueur de ma bougie l'enveloppa, et je vis l'empreinte livide de la corde autour de son cou. Quelque chose d'autre bougea derrière elle, dont mon sommeil sera hanté jusqu'à mon dernier jour. Une jeune fille dont le visage blême aux chairs décomposées était fendu par un rictus de cadavre. Une jeune fille dont le cou rompu formait un angle étrange. Ils venaient nous chercher, je le sais. Et je sais qu'ils nous auraient attirés dans leurs ténèbres si je n'avais lancé dans leur direction ma bougie et la chaise de l'alcôve. Puis tout ne fut qu'obscurité et confusion. Mon esprit aussi fit le noir. Quand je m'éveillai dans ma chambre, comme je l'ai dit, qu'elle était à mon chevet. Si je le pouvais, je fuirais loin des horreurs de cette maison, ma chemise me battant les mollets. Mais je ne le puis. Je ne suis plus qu'un pion dans un sombre drame qui me dépasse. Madame Cloris avait raison de dire que le sang appelle le sang. Et raison, ô combien, d'évoquer ceux qui guettent et ceux qui veillent. J'ai bien peur d'avoir réveillé une force qui dormait dans le sinistre village de Salem Slot depuis un demi-siècle. Une force qui a massacré mes ancêtres et en a fait les esclaves du mal, à l'image de Nosferatu, celui qui n'est pas mort. Et ce n'est là que la moindre de mes peurs, Bones. Mais tout cela est encore brumeux dans mon esprit. Si je savais. Si seulement je savais tout. Charles. Post-scriptum. De toute façon, tu ne pourras lire cette lettre. Nous sommes coupés de Preacher's Corners. Je n'ose aller là-bas porter le mal et Calvin ne me laissera pas seul. Peut-être, si Dieu est bon, cette lettre te parviendra-t-elle quand même d'une façon ou d'une autre. Extrait du journal de Calvin McCann, le 23 octobre 1850. Il reprend des forces. Nous avons évoqué brièvement les apparitions de la cave, d'accord pour dire qu'elles n'étaient ni des hallucinations, ni des ectoplasmes, mais bien réelles. Les bruits sont toujours là, tout est comme recouvert d'un voile noir et les augures ne sont pas meilleurs.
Il semble que ce soit le calme avant la tempête. J'ai trouvé une pile de papier dans la chambre du haut, dans le dernier tiroir d'un vieux bureau à cylindre. Quelques lettres et factures m'amènent à penser que la chambre était celle de Robert Boone. Ma découverte la plus intéressante me semble cependant constituée par quelques gribouillages au dos d'une publicité pour des chapeaux en poil de castor. En haut de la feuille sont inscrits ces mots « Heureux les débonnaires ». Puis en dessous figure cette suite de lettres apparemment dépourvues de signification. Je crois que c'est la clé du code qui a servi à la rédaction du livre à fermoir trouvé dans la bibliothèque. Il s'agit certainement d'un des systèmes primaires employés pour chiffrer les messages pendant la guerre d'indépendance, comme le Fansrail. En supprimant les nuls de la formule codée, on obtient ceci. Si on lit en zigzag et non de gauche à droite, on découvre la citation originale, tirée des Béatitudes. Je n'ose pas faire part de ceci à Monsieur Boone avant d'avoir pris connaissance de ce que contient le livre. Le 24 octobre 1850. Cher Bones, surprenante nouvelle. Cal, qui ne parle jamais sans être sûr de ce qu'il dit, qualité aussi rare qu'admirable, a découvert le journal de mon grand-père Robert. Cal a percé le code dans lequel il était rédigé. Il m'a affirmé l'avoir déchiffré par hasard, mais je le soupçonne de s'y être employé avec patience et ténacité. De quelle terrible lumière les mystères de cette maison ne se trouvent-ils pas éclairés? Le premier élément est daté du 1er juin 1789, et le dernier du 27 octobre 1789, soit 4 jours avant la phénoménale disparition que nous rapporta Madame Cloris. Le journal relate l'évolution progressive d'une obsession, pour ne pas dire d'une folie, et nous fait comprendre quelles hideuses relations unirent mon grand-oncle Philippe, la ville de Jérusalem-Slot et le livre qu'abrite encore cette église impie. D'après Robert Boone, la ville fut fondée avant Chapelwaite, construit en 1782, et Preacher's Corners, qu'on nommait en ce temps Preacher's Rest et dont l'origine remonte à 1741. Les premières maisons de Jérusalem-Slot furent bâties en 1710 par un groupe détaché de la foi puritaine, une secte menée par un fanatique religieux, l'austère James Boone. Quel choc ai-je ressenti en lisant ce nom. Il est peu douteux que ce Boone fasse partie de ma famille. Madame Cloris ne pouvait tomber plus juste en affirmant que dans cette affaire, les liens du sang étaient d'une importance capitale, et ce n'est sans terreur que je me souviens de sa réponse quand je l'interrogeais au sujet des relations qu'entretenaient Philippe et Salem Slot. Il y était lié par le sang, avait-elle dit. Je crains qu'elle n'ait dit vrai. La communauté s'organisa autour de l'église où Boone prêchait, et rendait justice. Mon grand-père laisse également entendre qu'il faisait commerce avec les femmes de la ville, les assurant que telle était la volonté du Seigneur. En conséquence, la ville dégénéra en une monstruosité comme cela en produisit cette époque unique et étrange où cohabitaient la crainte des sorcières et le culte de la Vierge Immaculée. Un village peuplé de consanguins portés au mysticisme et dirigé par un prédicateur à demi fou dont les 2 catéchismes étaient la Bible et le sinistre ouvrage de la Gouge, les demeures du démon. Une communauté qui pratiquait régulièrement l'exorcisme. Une communauté incestueuse frappée par tout l'étard physique et mental dont ce péché est si souvent la cause. Je suppose que l'un des bâtards nés de Boone a dû quitter ou fut chassé de Jérusalem-Slot pour aller chercher fortune dans le sud, où il fonda notre actuelle lignée. On estime généralement dans ma famille que notre clan est originaire de cette partie du Massachusetts qui devait devenir l'état souverain du Maine. Mon arrière-grand-père Kenneth Boone s'enrichit dans le commerce alors florissant de la fourrure. Son argent, que le temps et de judicieux investissements avaient fait fructifier, permit bien après sa mort, survenue en 1763, de construire la maison familiale. Chapelwaite fut l'œuvre de ses fils Philippe et Robert. Le sang appelle le sang, avait prophétisé Madame Cloris. Peut-on croire que ce Kenneth soit né de James Boone, ait fui la folie de son père et de sa ville pour que ses fils en toute innocence fassent bâtir leur demeure à moins de 2000 du berceau familial? En ce cas, ne semble-t-il pas qu'une main invisible et toute puissante les ait guidés? D'après le journal de Robert, James Boone, en 1789, avait atteint un âge canonique. En effet, si on lui accorde l'âge de 20 ans lors de la fondation de la ville, cela lui en faisait en 1789 l'âge prodigieux de 104 ans. Ce qui suit est directement emprunté du journal de Robert Boone. 4 août 1789. Aujourd'hui, j'ai rencontré pour la première fois l'homme qui exerce sur mon frère une influence aussi malsaine. Je dois admettre que je suis moi-même impressionné par le magnétisme qui émane de ce Boone. Il a tout du patriarche avec sa barbe blanche et sa soutane noire qui est quelque chose d'obscène. Plus choquant encore était le fait qu'il était entouré de femmes comme un sultan au milieu de son harem. Et Philippe m'assure qu'il est toujours vert, bien qu'étant pour le moins octogénaire. Ce n'était que la 2e fois que j'allais au village et je n'y retournerai jamais. Ces rues sont silencieuses et lourdes de la peur qu'inspire le vieil homme du haut de sa chair. Je crains aussi que le sang ne s'accouple au sang, dont l'on voit de visages semblables, ou que l'on se tourne, on croit reconnaître les traits du vieil homme. Ils sont tous si blêmes. Ils ont le regard vide comme exprimé de toute vitalité. J'ai vu des enfants dépourvus d'yeux et de nez, des femmes pleurer, divaguer, désigner le ciel sans raison. J'ai entendu des passages dénaturés des Écritures où intervenaient des démons. Philippe souhaitait me voir rester aux offices, mais la pensée que ce sinistre patriarche y tenait la chair devant une assistance de villageois dégénérés me fit horreur, et je m'excusai. En bref, les éléments précédents et suivants ce récit de la fascination grandissante de Philippe pour James Boone.
Le 1er septembre 1789, Philippe fut baptisé dans l'église de Boone. Robert écrit « Je suis accablé de stupéfaction et d'horreur. Mon frère s'est métamorphosé sous mes propres yeux. On dirait même qu'il commence à ressembler à ce satané vieillard. » Le 23 juillet, il est fait mention du livre pour la première fois. Cette nuit, en revenant du petit village, Philippe semblait bouleversé. N'a rien voulu dire avant l'heure du coucher, quand il m'a annoncé que Boone était à la recherche d'un livre intitulé « Les mystères du verre ». Pour lui faire plaisir, je lui ai promis d'adresser à John et Goodfellow une demande de renseignement. Philippe s'en est montré éperdument reconnaissant. Daté du 12 août. 2 lettres au courrier d'aujourd'hui, dont une de John et Goodfellow à Boston. Ils se sont renseignés au sujet du volume qui intéresse tellement Philippe. Il n'en existe que 5 exemplaires dans le pays. Le ton de la lettre est plutôt froid. Bizarre, je connais Henry Goodfellow depuis des années. La lettre de Goodfellow a rendu Philippe comme fou, et refuse de dire pourquoi. Il a simplement expliqué que Boone est excessivement impatient de s'en procurer un exemplaire. Je ne vois pas pourquoi, car le titre ne semble annoncer qu'un inoffensif traité de jardinage. Philippe m'inquiète. Je le sens s'éloigner de moi chaque jour davantage. Je regrette maintenant que nous soyons revenus à Chapelwaite. L'été est chaud, oppressant, et comme lourd de menaces. On ne trouve que 2 autres allusions au livre infâme dans le journal de Robert. Il paraît n'en avoir jamais évalué la portée, même à la fin. À la date du 4 septembre. J'ai prié Goodfellow de servir d'intermédiaire à Philippe pour l'achat du livre, refusant en cela de suivre ce que me dicte la raison. À quoi bon m'y opposer? En échange, j'ai arraché à Philippe sa promesse de renier son baptême sacrilège. Cependant, il me semble tellement souffrant, presque fiévreux. Je ne lui fais pas confiance. Je ne sais plus où j'en suis dans toute cette affaire. Enfin, le 16 septembre. Le livre est arrivé aujourd'hui, accompagné d'un mot de Goodfellow me disant qu'il ne veut plus avoir affaire à moi. Cela a mis Philippe dans un état invraisemblable. Il ne pensait qu'à m'arracher le livre des mains. Il est écrit en latin de cuisine, ainsi qu'en caractère runique auquel je n'entends rien. La chose semblait presque chaude au toucher et vibrait dans mes mains, comme si elle recelait un pouvoir immense. Je rappelai à Philippe sa promesse, mais il partit d'un rire affreux, m'agitant de livre sous le nez et criant inlassablement « Nous l'avons! Nous l'avons! Le verre! Le secret du verre !» Je suppose qu'il s'en est maintenant allé rejoindre son bienfaiteur dément, car je ne l'ai pas revu de la journée. Il n'est plus fait mention du livre, mais j'ai fait à son sujet certaines déductions qui me semblent plausibles. Premièrement, que ce livre fut, comme le disait Madame Cloris, le principal objet de la dispute qui opposa Robert à Philippe. Deuxièmement, qu'il s'agit d'un recueil d'indications blasphématoires, probablement d'origine celtique. Nombre des rites sacrificiels druidiques de l'ancienne Bretagne ont été décrits par l'envahisseur romain pour que le savoir ne s'en perde pas, et beaucoup de ces recettes infernales font partie de la littérature maudite de notre monde. Troisièmement, que Boone et Philippe avaient l'intention de se servir du livre pour parvenir à leur fin. Je crois qu'ils s'étaient enchaînés depuis longtemps à je ne sais quelle force innommable venue des confins de l'univers. Des forces qui échappent aux lois du temps. Le dernier élément du journal de Robert Boone semble confusément venir à l'appui de ses spéculations, comme on peut en juger par ces lignes. Le 26 octobre 1789. Ce jour, une terrible rumeur court après Charles Corners. Frawley, le maréchal Ferrand, m'a attrapé par le bras et m'a demandé « Qu'est-ce que votre frère et cette espèce d'antéchrist manigance là-haut ?» Goody Randall affirme qu'on a vu dans le ciel des signes annonciateurs d'une catastrophe imminente. Il est né en voix à 2 têtes, et en ce qui me concerne, je ne sais que craindre. Que toute raison n'abandonne mon frère, peut-être. Une nuit a presque suffi à blanchir ses cheveux. Ses yeux sont devenus 2 grosses billes injectées de sang que toute lucidité semble avoir déserté. Il grimace, il marmonne, et, pour une raison connue de lui seul, s'est mis à hanter notre cave lorsqu'il ne se trouve pas à Jerusalem Slot. Les engoulevents infestent les alentours de la maison et grouillent sur l'herbe. Leurs appels conjugués perçant la brume se mêlent à ceux de la mer dans un hurlement surnaturel qui interdit toute idée de sommeil. Le 27 octobre 1789. J'ai suivi Philippe ce soir, jusqu'à Jerusalem Slot, à bonne distance pour ne pas être découvert. Ces engoulevents maudits se pressent en nuée dans les bois, emplissant l'air d'un chant psychopompe et lugubre. Je n'ai pas osé franchir le pont, la ville n'étant qu'obscurité, excepté l'église d'où émanait un effroyable rougeoiement qui, derrière les hautes fenêtres ogivales, révélait les yeux de l'enfer. Le sol semblait enfler et gronder sous mes pieds, comme s'il portait un poids épouvantable. Et je m'enfuis. Stupéfait et empli de terreur, les cris perçants et infernaux des engoulevents déchirant mes oreilles tandis que je traversais en courant les bois ténébreux. Tout cela tend vers un paroxysme encore imprévisible. Je crains le sommeil pour les rêves qui le hantent, et je crains l'éveil pour les folles terreurs que j'y puis éprouver. La nuit résonne de sons hideux, et j'ai peur. Cependant, je ressens le besoin d'y retourner, de regarder, de voir. C'est comme si Philippe lui-même m'appelait. Et aussi le vieil homme. Et les oiseaux! Arrière! 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 Ainsi s'achève le journal de Robert Boone. Tu auras remarqué, Bones, que tout à la fin, il prétend que Philippe lui-même semble l'appeler. Ces lignes, les paroles de Madame Cloris et de quelques autres, mais surtout ces formes terrifiantes dans la cave, mortes et pourtant vivantes, m'ont conduit à ce qui sera ma conclusion. Le malheur s'acharne toujours sur notre famille, Bones. La malédiction qui pèse sur nous refuse de rendre les armes,
et l'apogée du cycle semble à nouveau proche. Le sang des Boone ne coule plus que dans mes veines. J'ai peur que quelque chose ne le sache et de me retrouver au centre d'une entreprise diabolique qui échappe à l'entendement humain. Le grand jour tombe la veille de la Toussaint, c'est-à-dire dans une semaine. Que dois-je faire? Si seulement tu étais là pour me conseiller, pour m'aider. Il faut que je sache, il faut que je retourne dans cette ville abandonnée. Que Dieu me vienne en aide. Signé Charles. Extrait du journal de Calvin McCann, le 25 octobre 1850. Monsieur Boone a dormi pendant presque toute la journée. Son visage est devenu hâve. La fièvre semble devoir le reprendre. En changeant l'eau de sa carafe, j'ai aperçu 2 lettres adressées à Monsieur Granson en Floride, qui n'ont pas été postées. Il projette de retourner à Jerusalem Slot. Il serait criminel de le laisser aller. Oserais-je m'esquiver pour aller louer une voiture à Preacher's Corners? Je le devrais, oui. Mais s'il s'éveille. Si en revenant je le trouvais parti. Les bruits retentissent à nouveau dans nos murs. Mais Dieu merci, il dort. Quand je pense à tout ce que cela signifie, j'en frémis. Plus tard. Je lui ai apporté son dîner sans en plateau. Il envisage de se lever tout à l'heure, et en dépit de ses faux fouillants, je sais bien ce qu'il médite. Cependant, j'irai à Preacher's Corners. J'avais conservé certains des somnifères qui lui ont été prescrits lors de sa maladie. Il en a pris un dans son thé, à son insu. Il dort de nouveau. Le laisser seul avec les choses qui errent derrière nos murs me terrifie. Le laisser ne serait-ce qu'un jour supplémentaire entre ses murs m'effraie plus encore. Je l'ai enfermé. Dieu fasse qu'il soit toujours là, sain et sauf dans son lit lorsque je reviendrai avec la voiture. Encore plus tard. Ils m'ont accueilli avec des pierres, ils m'ont bombardé de cailloux comme un chien enragé. Les monstres et démons, ils se considèrent comme des hommes. Nous sommes prisonniers ici. Et les oiseaux, les engoulevents commencent à se rassembler. Le 26 octobre 1850. Cher Bones, il fait presque nuit et je viens juste de m'éveiller après avoir dormi pendant près de 24 heures d'affilée. Bien que Cal n'en ait rien dit, je le soupçonne d'avoir versé un somnifère dans mon thé pour contrarier mes projets. C'est un ami loyal qui ne me veut que du bien, aussi ne puis-je l'en blâmer. Pourtant, c'est décidé, ce sera pour demain. Je me sens calme et résolu, mais je crois aussi déceler les premières atteintes de mes vieilles fièvres. Je ne peux attendre plus tard que demain. Sans doute devrais-je même y aller dès ce soir. Mais pour rien au monde, je ne voudrais remettre les pieds dans ce village une fois la nuit tombée. Dieu te bénisse, Bones, car ceci est peut-être ma dernière lettre. Charles. Post-scriptum. Les oiseaux ne cessent plus de crier, et cet horrible bruit de pas traînant a repris. Cal pense que je n'entends rien, mais il se trompe. Extrait du journal de Calvin McCann, le 27 octobre 50, 5 heures du matin. Impossible de le faire changer d'avis. Très bien, je pars avec lui. Le 4 octobre 1850. Cher Bones. Faible peut-être, mais lucide. Je ne suis pas sûr de la date, mais d'après les horaires des marées et des mouvements du soleil qui figurent sur mon almanach, elle doit être exacte. Je suis assis à ce même bureau d'où je t'écrivis pour la première fois de Chapelwaite, et je contemple la mer sombre qui engloutit rapidement les ultimes lueurs du jour. Je la vois pour la dernière fois. Cette nuit sera ma nuit. Vers quelles ombres m'en vais-je aller? La vitre me renvoie l'image d'un homme aussi livide qu'un vampire. Je n'ai absorbé aucune nourriture depuis le 27 octobre, et aurais même été privé d'eau si ce jour-là, qu'elle n'avait placé une carafe au chevet de mon lit. Oh, Cal. Cal n'est plus, Bones. Il est mort à ma place, à la place de ce misérable au bras squelettique et au visage décharné dont j'aperçois le reflet. Mais peut-être a-t-il été plus heureux que moi, car aucun des rêves qui me hantent depuis ce dernier jour ne le tourmente plus. Mes mains tremblent encore. J'ai éclaboussé ma page d'encre. J'ai eu une discussion avec Calvin en ce matin où j'avais décidé de m'esquiver. Je lui avais annoncé mon intention de quitter Chapelwaite et lui avais demandé de se rendre à Tendrell, qui est distant d'une dizaine de miles pour louer une voiture dans un endroit où nous ne serions pas connus. Il accepta et je le vis s'éloigner par la route du bord de mer. Lorsqu'il fut hors de vue, je me préparai rapidement, passant un manteau et me munissant d'un cache-nez. Le temps s'était refroidi ce matin-là. La brise cinglante nous apportait les premiers signes annonciateurs de l'hiver. Je regrettais un instant de ne pas posséder de revolver, mais je ris aussitôt d'une telle idée. Que faire d'une arme en ces circonstances? Je sortis par la porte de service, m'arrêtant le temps d'admirer une dernière fois la mer et le ciel, le temps d'emplir une dernière fois mes poumons d'air pur avant d'affronter les odeurs putrides qui bientôt m'assaillirent, le temps d'apercevoir le vol circulaire d'une mouette aux aguets sous les nuages. Je me retournai. Calvin McCann était là, devant moi. « Je ne vous laisserai pas y aller seul, me dit-il. » Et jamais je n'avais lu sur ses traits une telle gravité. « Mais Calvin, commençai-je. »« Non, n'insistez pas. Nous irons ensemble accomplir ce qui doit être accompli, ou je vous ramène de force à la maison. Vous n'êtes pas en état. Vous n'irez pas tout seul. » Il m'est impossible de décrire les émotions contradictoires qui m'envahirent alors. Stupeur, irritation, gratitude. Mais ce fut l'affection qui l'emporta. Marchant en silence, nous passâmes le pavillon d'été et le cadran solaire, puis descendîmes le chemin moussu qui conduisait au bois. Tout était comme mort, pas un chant d'oiseau, pas une stridulation de criquets. Le monde semblait recouvert d'un manteau de silence. Seuls subsistaient les omniprésents effluves salins et venus du lointain en léger fumée de bois brûlé. Les arbres étaient une explosion de couleurs où dominait l'écarlate. Bientôt le parfum de sel s'évanouit, laissant place à une bien sinistre odeur.
Quand nous arrivâmes au pont qui enjambe la Royale, je m'attendais à ce que Cal me demande à nouveau de renoncer, mais il s'abstint. Il s'arrêta, contempla la sinistre flèche qui semblait défier le ciel bleu, puis se tourna vers moi. Et nous repartîmes. Nous marchâmes dans pas rapide, quoique peu assurés, jusqu'à l'église de James Boone. La porte était restée entr'ouverte depuis notre dernière visite, et à l'intérieur, l'obscurité paraissait nous narguer. Comme nous gravissions les quelques marches, mon cœur devint de plomb. Je posai sur la poignée de la porte une main tremblante, et tirai. Jamais la puanteur n'avait été aussi intense, aussi hostile. Nous traversâmes le vestibule pour pénétrer directement dans la nef de l'église. C'était un carnage. Quelque chose d'énorme avait fondu sur ces lieux, qui avaient tout saccagé sur son passage. Les bancs avaient été balayés, puis entassés comme pour former un gigantesque jeu de jonchets. La croix sacrilège reposait contre le mur est, et juste au-dessus d'elle, le plâtre défoncé témoignait de la force avec laquelle elle avait été lancée. Plus haut, les lampes à huile avaient été arrachées de leur support, et des relents d'huile de baleine se mêlaient à la terrible puanteur qui régnait dans la ville. Au bas de la nef, tel un monstrueux tapis de noces, s'étendait une traînée d'icors noirâtres, veinés de sang. Nos yeux la suivirent jusqu'à la chair, qui seule apparemment avait été épargnée. Elle était occupée par un agneau massacré, qui par-dessus le livre blasphématoire nous fixait de ses yeux vitreux. « Seigneur, murmura Calvin. » Nous approchâmes, marchant à l'écart de l'humeur visqueuse qui maculait le sol. Lorsqu'il revenait à nos oreilles, l'écho de nos pas semblait être muet en un rire tonitruant. Nous montâmes au sommet de la chaire. L'agneau ne portait aucune blessure apparente, il semblait plutôt qu'on l'eût comprimé jusqu'à faire éclater ses vaisseaux sanguins. Le sang formait des flaques épaisses et nauséeuses sur le lutrin duquel il avait coulé. Cependant, sur le livre, il devenait transparent, et l'on pouvait y lire les runes indéchiffrables comme à travers du verre teinté. « Faut-il le prendre » demanda Cal d'une voix ferme. « Oui, il le faut. Et qu'allez-vous faire ?»« Ce qui aurait dû être fait il y a 60 ans. Je vais le détruire. » Nous éloignâmes du livre le cadavre de l'agneau, puis nous le fîmes basculer et il s'écrasa sur le sol avec un bruit écœurant. Nimbé d'une lueur écarlate, les pages tachées de sang semblaient avoir pris vie. Mes oreilles commencèrent à tinter et à bourdonner. Un chant à peine audible émanait du cœur même des murs. Un coup d'œil sur le visage de Cal me confirma qu'il l'entendait aussi. Le sol trembla sous nos pieds, comme si la créature qui hantait l'église venait maintenant vers nous pour protéger son bien. La texture de l'espace et du temps normaux sembla se tordre, se fissurer. On eût dit que l'église grouillait de spectres, incendiée par l'éclat infernal du feu glacé de l'éternité. J'ai cru voir James Boone, hideux et contrefait, cabrioler autour du corps inerte d'une femme, et derrière lui, mon grand-oncle Philippe, vêtu d'une noire soutane à capuche, brandissant un couteau et une coupe. Deum vobiscum mania vernis. Devant moi, sur la page, les mots s'animèrent, serpentèrent, trempés dans le sang du sacrifice, esclaves d'une créature qui erre au-delà des étoiles. Une assemblée de consanguins aveugles se balançant au rythme d'incantations démentes et démoniaques, des visages torturés par quelque avide, quelque inexplicable attente. Et le latin fit place à une langue plus ancienne, déjà vieille quand l'Égypte était jeune et que ses pyramides n'étaient que sable. Déjà vieille quand la terre n'était encore qu'une boule instable de gaz incandescent. Diadien vardar yoxogoth. Verminis. Diadien. Diadien. La chair commença à se fendre, se dilatant vers le haut. Calvin hurla, levant son bras pour se protéger le visage. La chair fut ballottée par d'énormes secousses, tel un navire pris dans la tempête. Je m'emparai du livre et le tins à bout de bras. Il me parut rayonner comme un astre, pouvoir m'aveugler, me réduire en cendres. « Fuyez !» hurla Calvin, « fuyez !» Mais je restais pétrifié, la force surnaturelle m'investit. Diadien vardar. Serviteur de Yoxogoth. Celui qu'on ne peut nommer. Le ver d'outre-monde. Celui qui gobe les étoiles. Celui qui aveugle le temps. Verminis. Voici venu l'heure de l'assouvissement. Le temps de la soumission. Verminis. Alia. Alia. Diadien. Je chancelai sous la poussée que me donna Calvin. L'église tournoya autour de moi et je m'affalai sur le sol. Ma tête heurta le bord d'un banc retourné, un éclair rouge me brilla le cerveau, et du coup je retrouvai mes esprits. Je cherchais à tâtons les allumettes soufrées que j'avais apportées. Un grondement souterrain envahit les lieux, une pluie de plâtre s'abattit. Résonnant par sympathie, la cloche rouillée de l'église égrena quelques notes diaboliques. Tendant deux bras impuissants, le visage déformé par un hurlement inarticulé dont mes oreilles ne cesseront jamais de vibrer, Cal trébucha à son bord. Il y eut alors une énorme vague de chair grisâtre et tremblotante. L'odeur devint une marée cauchemardesque. C'était un immense épanchement de gelée visqueuse et pustuleuse, une forme gigantesque et hideuse qui semblait jaillir des entrailles mêmes de la terre. Alors, frappé par un éclair de compréhension tel qu'aucun autre que moi n'en a jamais pu connaître, je sus qu'il ne s'agissait là que d'un anneau du segment d'un ver monstrueux qui végétait, aveugle depuis des années dans les ténèbres creusées sous cette église abominable. Le livre s'incendia dans mes mains et la chose au-dessus de moi sembla pousser un hurlement muet. Sous le choc, Calvin fut propulsé sur toute la longueur de l'église, semblable à une poupée désarticulée. Et la chose disparut, ne laissant derrière elle qu'un trou abyssal bordé d'une humeur noirâtre. Elle s'évanouit dans un vagissement monstrueux qui, avant de s'éteindre, se perdit dans l'infini des espaces.
Le livre à mes pieds n'était plus que cendre. Je me mis à rire, puis à hurler tel un animal blessé. Toute raison m'abandonna. Je m'assis sur le sol, le visage ensanglanté, gémissant et marmonnant des mots sans suite parmi les ombres démoniaques. Cependant que Calvin, affalé à l'autre extrémité de l'église, me fixait de ses yeux écarquillés par l'épouvante. Je ne pouvais dire combien de temps je restais ainsi, mais lorsque j'eus repris mes esprits, les ombres étaient longues autour de moi, poussées par un jour crépusculaire. Un mouvement attira mon regard. Quelque chose bougeait au bord du trou qui béait dans le sol. Une main tentait de s'agripper aux lattes qui bordaient le gouffre. Mon rire de démon s'étrangla dans ma gorge. La crise d'hystérie qui me secouait reflua avec mon sang. Avec une effroyable lenteur, la forme ravagée s'extirpa des ténèbres et une tête à demi décharnée me dévisagea. Des blattes grouillaient sur les os dénudés de son front. Une soutane pourrie était accrochée aux aspérités de ses clavicules rongées. Seule trace de vie, 2 brasiers qui abritaient des yeux profonds comme des pouillés qui lançaient dans ma direction des éclairs fous. Ils reflétaient l'abîme des déserts où rien de vie qui borde l'univers. La chose venait me chercher au nom des ténèbres. Je m'enfuis en hurlant, abandonnant le corps de mon ami de toujours au maléfice de ces lieux. Quand je cessais de courir, l'air en fusion qui emplissaient mon cerveau et mes poumons me paraissaient près de les faire éclater. Je me précipitais dans la demeure démoniaque et infestée, puis gagnais ma chambre où je m'effondrais pour y jaisir, tel un homme mort, jusqu'à aujourd'hui. J'avais fui, car même dans mon délire, même devant l'apparence ravagée de cette créature morte sans être morte, j'avais été frappé par l'impensable ressemblance. Il ne s'agissait cependant ni de Robert, ni de Philippe, dont les portraits sont suspendus dans la galerie du haut. Ce visage putréfié appartenait à James Boone, celui qui garde le verre. Il erre encore quelque part dans les méandres obscurs et souterrains entre Jerusalem Slot et Chapelwaite. Oui, cela vit encore. La destruction du livre l'a ébranlé, mais il en existe d'autres exemplaires. La malédiction pèse maintenant sur moi, car je suis le dernier du sang des Boone. Pour la sauvegarde de l'humanité, je dois mourir. Mourir et briser la chaîne pour toujours. La mer m'appelle maintenant, Bones. Mon voyage, comme mon récit, tire à sa fin. Dieu te garde et te donne la paix. Charles. Cette étrange série de documents parvint finalement à monsieur Everett Granson, qui en était le destinataire. On suppose qu'une recrudescence de la fièvre cérébrale, dont les premières atteintes remontaient à 1848, peu après la mort de sa femme, provoqua chez Charles Boone un soudain accès de folie meurtrière, dont fut victime son compagnon et ami, monsieur Calvin McCann. Les éléments du journal de monsieur McCann constituent un fascinant exercice de falsification. Sans nul doute, il s'agit là d'une tentative de Charles Boone pour se conforter dans ses hallucinations paranoïaques. On peut relever dans son récit au moins 2 inexactitudes majeures. Premièrement, lorsque la ville de Jerusalem Slot fut réinventée, au sens archéologique du terme bien sûr, le sol du narthex, quoique pourri, ne montrait aucun signe d'explosion ou de dégâts importants. Bien que les vieux bancs fussent retournés et plusieurs fenêtres brisées, cela a très bien pu être l'œuvre, au cours des années, des vandales habitant les agglomérations voisines. À Preacher's Corner et à Tendrell, les plus anciens colportent encore certaines rumeurs sans fondement à propos de Jerusalem Slot. Peut-être fut-ce à l'époque l'une de ces innocentes légendes qui déclencha le processus fatal qui coûta à Charles Boone sa raison. Mais il n'y a pas lieu de s'attarder là-dessus. Deuxièmement, Charles Boone n'était pas le dernier de sa lignée. Son grand-père, Robert Boone, engendra au moins 2 bâtards. L'un mourut en bas âge et l'autre s'installa sous le nom de Boone à Central Falls, dans Rhode Island. Je suis le dernier descendant de cette ramification de la lignée des Boone. 3 générations après sa mort, je suis le petit cousin de Charles Boone. Ces documents m'ont été légués il y a 10 ans, et je les rends publics à l'occasion de mon arrivée à Chapelwaite, dans la demeure ancestrale des Boone, en espérant que le lecteur trouvera quelque pitié pour l'âme torturée du pauvre Charles Boone. Je puis au moins témoigner qu'il avait raison sur un point. La maison a grandement besoin d'être dératisée. En juger par le bruit, il y a dans les murs quelques bêtes d'une taille peu commune. Signé James Robert Boone, le 2 octobre 1971.